deux prochains conférenciers. Ça va être un duo dynamique qui nous vient du Bureau de mise en marché des bois du Québec, une direction au sein du ministère Forêt, Faune et Parc, où là, je pense qu'on va se rapprocher encore plus des préoccupations de M. Lanois, puisqu'on va entendre parler d'investissement sylvicole, une analyse économique et de coûts. Notre premier invité est M. François Labbé, un ingénieur forestier qui a obtenu sa maîtrise ici en 2006 et qui se préoccupe beaucoup de l'évaluation de la rentabilité économique des investissements forestiers. Et en deuxième partie, Mme Mélissa Lénès, qui est une économiste, qui a commencé sa carrière au ministère du Revenu en faisant la lutte aux fraudeurs. Et probablement que pour aller vers des eaux un peu plus tranquilles, elle a abordé la foresterie, puisque en 2008, elle est passée à la direction des évaluations économiques et financières du Bureau de mise en marché des bois du ministère. Elle s'intéresse beaucoup à la détermination de la valeur des travaux sylvicoles en forêt publique et privée et au processus de transposition des traitements sylvicoles non commerciaux en matière financière. Alors, sans plus de présentation, M. Labbé, Mme Lénès, je vous rappelle qu'on veut finir pour midi. La parole est à vous. Fait que ça fonctionne. C'est la première fois que je travaille avec l'équipe de Robocop. Ça a l'air de bien fonctionner, c'est bon. Dans le fond, le titre est déjà annoncé. La présentation qu'on va vous faire, elle va se faire en deux temps. Moi, dans un premier temps, je vais parler de l'analyse de rentabilité économique des investissements sylvicoles. Plus spécifiquement, là, je vais aborder les sujets de la méthode d'évaluation, donc comment on l'évalue, les défis, parce que là, on commence à en faire pour la peine. Ce qu'on se rend compte aussi au passage, c'est qu'il y a des défis. C'est pas juste de peser sur des boutons pour avoir des résultats, ça va plus loin que ça. Puis, où est-ce qu'on en est exactement là, par rapport à tout ça en termes de démarche? Je m'excuse ou je m'excuse pas. En tout cas, je vais vous transmettre plutôt un constat que je fais là, depuis le début de la journée. Je me suis dit, c'est la journée collègue Kruger. Il y a quand même passablement d'étudiants qui sont présents. Je ne suis pas rentré dans Poutine du ministère, c'est-à-dire les outils, ces choses-là. Je suis resté beaucoup plus au niveau des principes. C'est ce que je vais vous exposer. Mais s'il y a des curieux après ça, ben, contactez-moi ou contactez Mélissa. On peut aller plus loin en termes de ce qu'on fait vraiment, puis ainsi de suite. Fait que, juste une petite mise en garde. Mélissa, par la suite, on va vous aborder, là, discuter avec vous, dans le fond, des traitements sylvicoles non commerciaux. Beaucoup en lien justement avec l'évaluation de la valeur, puis aussi les premiers constats là, des appels d'offres qui ont eu lieu jusqu'à date par rapport à ces travaux-là. Fait que le budget sylvicole annuel au Québec, on l'a vu tantôt, c'est 225 millions là, de dollars qu'on investit annuellement dans nos forêts. L'objectif de ce budget-là, c'est d'agir sur l'établissement, la composition, la croissance, la santé, puis la qualité de nos forêts. Puis l'idée, finalement, en arrière de tout ça, c'est d'obtenir plus de la forêt que si on se contente de juste la récolter puis d'attendre qu'elle repousse tout seul. Fait que c'est vraiment l'idée fondamentale en arrière de tout ça, c'est la pièce maîtresse, c'est pour ça qu'on investit en forêt. Une particularité qui est importante là, que j'expose tout en partant, c'est que les traitements, dans le fond, ou les investissements qu'on réalise, ils s'inscrivent dans le cadre de scénarios sylvicoles qui se réalisent sur des horizons de temps qui sont assez longs. Dans des contextes de coupe partielle, on peut parler peut-être de 30 ans, 25 ans, dépendant. Mais tu sais, du 100 ans en foresterie, c'est pas rare. Puis il n'y a pas grand monde qui va chez le banquier et dire, moi, regarde, je fais un placement, puis je le fais pour 100 ans. C'est assez particulier, là, notre domaine. Historiquement, si on revient, dans le fond, dans les années 90, même début des années 2000, le bilan était positif. Le bilan financier était positif. Là, ici, on parle du bilan du ministère. Puis le bilan le plus simple, c'est-à-dire, je perçois des droits de coupe, dans le fond, pour la récolte des bois en forêt publique. J'ai un budget d'investissement sylvicole. Je perçois plus, dans le fond, de droits que ce que j'ai investi en forêt. On est positif, donc ça va bien. Ce que ça fait en sorte, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de questionnement sur ces investissements-là, mais c'était sûrement pas les mêmes questionnements là, tout à fait. Là. On va dire, ben, ça va bien, on est positif, on navigue là-dedans. Donc, on prend des prises de décision là, essentiellement en fonction des besoins de la forêt.
c'est ce qu'on faisait. On voulait assurer son retour, maximiser sa production en volume, puis on en faisait, puis ça allait bien. Par contre, en 2007, il y a eu un premier gros changement. C'est que ça a été la première année où est-ce que ce fameux bilan-là est tombé négatif. C'est que là, les vraies questions ou des questions plus préoccupantes, dans le fond, ont commencé à apparaître. En disant, ben là, maintenant qu'on investit plus dans nos forêts, qu'on prélève en droit de coupe, c'est vraiment rentable? Ça vaut-tu vraiment la peine? C'est quoi qu'on fait exactement? Fait qu'on était, il y a eu beaucoup de questionnements là, qui ont été soulevés à partir de ce moment-là. Puis ça a été une situation là, qui a perduré là, durant quelques années. Mais c'était pas mal une première là, dans l'histoire du ministère. Fait que l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier en 2013 a traduit là, notamment là, une part de ces préoccupations-là. C'est-à-dire la préoccupation d'investir aux bons endroits, au bon moment, puis de la bonne façon. Puis tout ça, dans le fond, pour maximiser le volume de bois, mais aussi s'assurer de la rentabilité économique des investissements. Donc, il y a quand même là, des éléments dans la loi là, qui tendent vers ça ou qui montrent un souci à l'égard de ça. Puis notamment, bien, il y a un objectif justement de la stratégie d'aménagement durable des forêts qui vise à cibler des investissements sylvicoles en fonction de leur rentabilité économique. Donc, c'est des composantes là, nouvelles qu'on ne retrouvait pas là, dans l'ancien régime. Plus récemment, en 2017, on l'a vu tantôt, il y a eu notamment là, le vérificateur général du Québec qui a, entre autres, exposé l'idée qu'il faudrait tenir compte du critère de rentabilité économique dans le choix des traitements sylvicoles. Fait que tout ça, c'est bien beau, mais un coup ça dit, il y a un besoin. Ce besoin-là, c'est de définir ben, la méthode d'analyse. La rentabilité économique, c'est beau, mais comment qu'on l'analyse? C'est quoi les principes d'analyse? Puis comment qu'on le calcule ultimement? Avec quoi, de quelle façon, avec quel outil? Fait que l'objectif ultime, c'est de s'assurer, dans le fond, que les investissements en forêt, c'est une source de richesse, c'est non pas juste une source de dépense. Ça, c'est vraiment la vraie cible. Puis comment qu'on peut faire, dans le fond, pour le valider ou s'assurer qu'on arrive là? Mais dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est choisir une bonne méthode d'analyse. Là, des méthodes d'analyse, il y en existe plus qu'une. Il y en existe plusieurs. Il y a souvent des notions de rentabilité, de retombée, des notions de financier, d'économique. C'est toutes des choses souvent qui sonnent comme des synonymes là, dans nos têtes, ou à peu près. En tout cas, du moins pour les forestiers. Sauf qu'ultimement, ben, toutes ces méthodes-là sont bonnes, mais ils ne mesurent pas les mêmes choses, puis ils ont tous des objectifs qui sont différents. Donc, suite en partant, il faut s'aiguiller de la bonne façon. Ça, c'est le volet là, académique. Fait que, en partant, il y a deux grands types de méthodes. Il y a les analyses de rentabilité, puis les analyses de retombée. Puis il y a une différence, dans le fond, qui n'est pas négligeable entre les deux. Quand on analyse la rentabilité, ce qu'on mesure, c'est la capacité d'un investissement à dégager un revenu. Donc, j'ai un projet, je mets $1 dedans, combien de dollars j'en retire? Si j'en retire plus qu'$1, ben déjà, le projet peut commencer à m'intéresser. Si j'en retire moins, ben, je vais dire, ben là, c'est pas vraiment rentable. Je mets une pièce, puis j'en reçois moins qu'une pièce, donc ça ne m'intéresse pas vraiment. Ça, c'est une analyse de rentabilité. Les retombées, c'est une autre mesure. C'est souvent ce qu'on entend là, à toutes sortes de sauces. C'est une mesure d'activité, tout simplement. C'est-à-dire, je mets $1 ou $1000 dans l'économie quelque part. Ça devient un revenu pour quelqu'un. Ce quelqu'un-là, dans le fond, ben, il va prendre ce revenu-là. Il va faire d'autres dépenses, puis ça va générer, dans le fond, des vagues dans l'économie comme ça qui vont durer jusqu'à un certain moment. Les retombées, c'est ce que ça mesure. Ça mesure vraiment le niveau d'activité qui est généré par une dépense. Comme nous autres, ce qu'on veut, c'est s'assurer que nos investissements en forêt, dans le fond, ils génèrent de la richesse. Ben, c'est la rentabilité qu'on évalue. On n'évalue pas les retombées des traitements sylvicoles, on évalue la rentabilité de nos investissements. C'est le cadre d'analyse qu'on prend, c'est la méthode qu'on retient. Après ça, les volets économiques financiers, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Ce qu'on est familier de voir, dans le fond, c'est des analyses de rentabilité financière, où ce qu'on regarde une personne ou une entreprise en particulier, puis on se dit, bon, ben cette personne-là, dans le projet, il peut y avoir plusieurs joueurs, mais elle met de l'argent, elle en retire un certain montant, son bilan est positif, donc c'est un projet qui est rentable ou intéressant pour lui, donc c'est parfait. Ben, c'est vraiment du point de vue d'une personne ou d'un individu là, ou d'une corporation en particulier. En évaluation économique, ce qu'on regarde, c'est pour l'ensemble des acteurs de la société. C'est-à-dire, bon, ben, j'ai des entreprises, j'ai des citoyens, j'ai un État, il y a du monde qui vont payer quelque part, il y a du monde qui vont recevoir des bénéfices quelque part. On comptabilise tout ça. Puis, d'une certaine façon, le projet devient intéressant le jour où, globalement ou collectivement, on a plus d'avantages que de coûts à réaliser le projet. Puis, pour y parvenir, dans le fond, dans le cas des traitements sylvicoles, ce qu'on prend en compte, c'est les revenus pour les travailleurs sylvicoles et de transformation, les entreprises aussi, de sylviculture, transformation, puis de récolte aussi. Dans le fond, ils ont des bénéfices, ces entreprises-là, on les capte, on essaie de les mesurer. Puis il y a aussi l'État là, en bout de ligne là, qui est une composante. Là. Donc, c'est tous ces acteurs-là. Si on regarde le bilan là,
le bilan du projet là, au niveau des coûts et des revenus pour chacun de ces acteurs-là. Il y a aussi, tantôt j'ai évoqué la question de la durée des investissements qui est assez particulière, mais quand on regarde les investissements en sylviculture de façon générale, il y a aussi d'autres particularités là, qui sont pas négligeables. Dans un premier temps aussi, c'est que la durée des scénarios est variable. C'est-à-dire, j'ai une superficie ou un même hectare que je peux ménager de toutes sortes de façons. Je peux faire une plantation, je vais avoir du bois dans 45 ans, disons. C'est un projet en soi que je peux faire sur cette superficie-là. Je peux dire, non, non, je vais miser dans le fond sur la régénération naturelle, quitte à aller faire un petit peu de dégagement ou de nettoiement là, pour avoir vraiment ce que je veux plus tard. Ça va durer 60 ans. Donc, on a des durées là, qui sont différentes. On tombe assez vite dans le genre de questionnement. Finalement, ça vaut-il la peine d'attendre 2 ans de plus pour avoir 100 pièces de plus, ou je suis mieux de récolter tout de suite puis de repartir une remise en production et ainsi de suite? Ça, c'est quelque chose, dans le fond, qu'il faut adresser, qu'il faut gérer. La taille des investissements est variable aussi. Pour un même niveau, comment dire, on va appeler ça de profit, là, mais pour un même niveau, là, dans le fond, de valeur créée, ça peut nécessiter des investissements, dans le fond, qui sont des fois de tailles différentes. Puis la dernière particularité qui est vraiment pas négligeable, qui est assez importante dans les analyses aussi, c'est que la forêt, elle se renouvelle d'elle-même, puis il n'y a pas besoin qu'on investisse en sylviculture nécessairement pour produire du bois. Peut-être que si on investit en sylviculture, on va avoir le bois qu'on veut, avec la qualité qu'on veut, au niveau qu'on veut, on va être capable de l'orienter, mais ultimement, la forêt, elle va pousser. Il va y avoir du bois qui va sortir de là. Puis ça, il faut le prendre en compte aussi là, dans l'analyse. Parce que le danger, c'est de dire, ben, je fais un investissement, mais je ne tiens pas compte que j'aurais eu quelque chose anyway. Puis j'attribue tout, dans le fond, le montant de ma récolte là, pour justifier, dans le fond, la réalisation de mon investissement. Puis pour rendre ça plus imagé un peu, ben, on a une belle petite diapositive ici. Ça, c'est à titre d'exemple, dans le fond, le résultat là, que pourrait nous donner une forêt à maturité là, sans sylviculture. J'ai 4 belles épinettes là, toutes vertes, qui sont apparues là gratuitement, qui sont là, puis je me dis, ben, je peux décider d'aller les récolter ou pas. Ce que j'ai fait dans le passé, c'est que j'ai dit, ouais, ben, je pourrais me contenter de 4 épinettes, mais je vais investir, disons. Tu sais, je vais faire un regarni ou quelque chose comme ça. Fait qu'au lieu d'avoir 4 belles épinettes, mais là, j'en ai rajouté là, quand même pas mal au travers. Donc, j'ai beaucoup plus de bois que si j'avais pas investi. Mais après ça, quand vient le moment de juger à savoir si notre investissement valait la peine, c'est pas ce tas de bois-là qu'il faut que je considère au complet. Ce qu'il faut que je prenne, c'est le rendement réel de mon investissement, c'est-à-dire le gain par rapport à ce que j'aurais eu de toute façon. C'est fondamental, c'est le nerf de la guerre, puis c'est souvent même une question qui est de l'ordre quasiment philosophique là, dans les analyses. Là. Donc, sujet à débat, puis sujet à ostinage. Fait que c'est vraiment ce qu'on appelle dans le jargon, on va dire le coût d'opportunité ou la fameuse référence qu'il faut considérer là, dans le cadre des investissements. Puis ça vise à capter ce qu'on aurait eu de toute façon, même si on n'avait fait aucune intervention. Une autre particularité des analyses, c'est l'actualisation. Un scénario sylvicole, c'est long. Il va y avoir des revenus, des coûts qui vont se réaliser tout au long de la réalisation du scénario. On sait tous, dans le fond, qu'un dollar maintenant, ça vaut plus qu'un dollar demain, qui vaut encore plus qu'un dollar après-demain, et ainsi de suite. Donc, il faut intégrer une composante au calcul pour tenir compte de cette réalité-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux d'actualisation. Comment on le définit, à quelle hauteur, à un moment donné, il faut se prononcer, il faut prendre des décisions, fait qu'il faut en avoir un. Donc, on en a un que je ne vous présente pas, là, mais il nous faut un taux d'actualisation, on ne s'en sort pas. Puis, il y a une notion de perpétuité. Ça, c'est le volet, là, ça sonne carcéral un peu, mais c'est le volet, dans le fond, là, de nos analyses, qui vise à concilier là, la réalité que je vous disais tantôt. C'est-à-dire, je peux prendre un scénario qui dure 35 ans, mais je pourrais aussi analyser un autre scénario qui en dure 70 sur une même superficie. Quelque part, il faut que je concilie les horizons, parce que le 35 ans d'écart qu'il peut avoir de temps, le 35 ans de temps entre les deux analyses d'écart, il y a une valeur, il faut que je donne une valeur, puis idéalement, je veux comparer tout le monde sur un même dénominateur commun de temps. On pourrait commencer à calculer des dénominateurs spécifiques à toutes les fois. On est lâche. Fait qu'on y va à perpétuité en disant ça va toujours être bon comme mesure. Donc, nos projets d'investissement, c'est comme si on avait toujours la volonté de les réaliser jusqu'à la fin des temps. Ça permet de concilier les horizons et de rendre toutes nos analyses comparables. Il faut aussi, après ça, choisir un indicateur de rentabilité. Ça, il y en existe plusieurs. Ceux qui ont eu des cours de mathématiques financières ou en tout cas qui baignent un petit peu là-dedans, des annuités équivalentes, des taux de rendement interne, des valeurs actuelles nettes, des valeurs actuelles nettes à perpétuité. Il y en mouille, là. Il y a un domaine, là, dans le fond, qui se consacre à ça au complet. Puis, ben, ces composantes-là, qu'est-ce qu'ils ont en particulier? Ben, c'est que tôt ou tard, ils passent tous par le calcul d'une valeur actuelle nette. C'est-à-dire combien ça vaut en dollars de maintenant. Là, si je regarde ça à partir de maintenant, combien il vaut mon projet? Fait que là, c'est là qu'on a des notions de valeur à perpétuité qui apparaissent. Ça, c'est tout simplement là, la somme en valeur actuelle nette de maintenant de tous les coûts et revenus, là, dans le fond, que je m'attends de mon projet. Combien ça vaut en dollars de maintenant?
Ces indicateurs-là sont très intéressants, mais dépendant de ce qu'on recherche, on sait souvent qu'il faut en choisir un autre, et ainsi de suite. Fait qu'au niveau du ministère, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un indicateur économique qui permet de concilier justement tous les objectifs qu'on peut poursuivre en même temps. C'est-à-dire prendre en compte l'idée qu'on a une référence, maximiser, comment dire, le rendement sur l'investissement, s'assurer qu'on crée de la richesse ou pas, ainsi de suite. Fait qu'on s'est développé un indicateur économique qui est basé sur, déjà, la première mesure, c'est est-ce qu'on crée de la richesse ou on n'en crée pas? C'est-à-dire, on a une opportunité qui aurait une valeur de référence, dans le fond, qui aurait une valeur actuelle nette X. Notre projet, est-ce qu'il génère au moins plus de valeur que cette référence-là? À partir du moment que c'est oui, ah ben là, c'est super, on vient de créer de la richesse, dans le fond, on a plus que ce qu'on aurait eu si on ne l'avait pas fait, notre projet. Puis pour savoir, après ça, si on est efficace pour la créer, cette valeur supplémentaire-là, bon, on divise ça par les coûts. Fait que grosso modo, là, c'est comme la quantité de richesse créée là, par unité de coût. C'est pas mal ça notre indicateur. Plus c'est haut, mieux c'est. Quand c'est positif, ça va bien. C'est ce qu'il faut retenir. Où est-ce qu'on en est en termes de situation actuelle? Là, j'ai focusé sur le travail qu'on fait avec les régions, mais au bureau de mise en marché, ça fait depuis au moins 2011 qu'on travaille sur ce qui est principe, guide économique, ce genre de choses-là. Il y a des outils aussi qui ont été développés, qui sont disponibles sur notre site web. Il y a des analyses aussi qui ont été faites, qui sont disponibles sur notre site web. Mais là, on est vraiment plus en mode intégration, on va dire, dans la pratique. Fait que actuellement, ce qui a eu lieu, ou ce qui s'est passé, c'est que dans les derniers PFT, donc les derniers plans d'aménagement qui ont été produits par les opérations régionales, il y a eu des analyses économiques d'intégrer. Puis ce qui a été fait, c'est que les scénarios cévicoles, des 5 groupes de strates les plus importants, dans le fond, dans chacun des territoires, pour chacune des régions, ils ont été analysés. Puis là, ben, on a obtenu des résultats. C'est super, mais ce que ça a mis en évidence, c'est pas tant les résultats que les questionnements, puis aussi la mise en lumière des défis là, qui nous attendent par rapport à ces analyses-là. Un des premiers défis qui est vraiment pas négligeable, là, on a François, dans le fond, qui vient de présenter là, ses travaux là, sur les connaissances sur les rendements. Mais ça, c'est important. Un des premiers défis qu'on a, c'est nos connaissances. Nos connaissances en termes de ce qu'on peut espérer obtenir de la forêt quand on réalise une intervention. C'est très important. De façon qualitative, je pense que n'importe quel forestier sait pourquoi il fait une éclaircie précommerciale. Je fais une éclaircie précommerciale parce que je vais avoir du plus gros bois plus tard. C'est parfait, ça va bien. Mais on est dans le qualitatif. On fait une analyse économique qui est quantitative. Donc, combien tu vas en avoir, quand, puis comment il va être plus gros? Plus 2 cm, plus 4 cm au DHP? Il faut tout définir ça comme il faut, parce que sinon, l'analyse, dans le fond, n'est pas vraiment réalisable. C'est là que ça devient difficile. Ça devient difficile pourquoi? Parce que nos connaissances, dans le fond, sur les effets de traitement, c'est pas qu'on n'en a pas, mais c'est qu'on n'a pas toutes celles qu'on voudrait avoir avec le niveau de précision qu'on voudrait avoir. Si on prend, à titre d'exemple, l'éclaircie précommerciale, on a à peu près, grosso modo, 25 ans d'études, peut-être 30. Ça s'inscrit, ce traitement, dans le fond, qui s'inscrit dans des scénarios qui peuvent durer des fois jusqu'à 60, 70 ans. Fait que, on a observé, mais pas encore peut-être jusqu'à la fin. Pour les plantations, on a des connaissances, mais c'est un 35-40 ans de suivi. Puis, les plantations au mur, finalement, on n'a pas vu tant que ça. On se prononce encore sur ce qu'on peut espérer obtenir, mais on est encore dans le prospectif là, par rapport à ça. Si on prend les coupes partielles en forêt résineuse qui sont rendues des activités quand même significatives là, dans ce qu'on réalise, des connaissances réelles sur les effets réels justement de ces traitements-là, on n'a pas tant. On a des bonnes idées qualitatives peut-être de ce qu'on peut espérer obtenir, mais quand il est temps de préciser ou de poser des chiffres par rapport à ça, c'est déjà un petit peu plus embêtant. Puis au niveau des coupes partielles en forêt feuillue, ben là, on vient de voir qu'après 20 ans, finalement, au niveau du jardinage, on a une bonne idée de ce qui se passe là-dedans. Sauf que du jardinage, ben, il s'en fait de moins en moins. On est rendu, dans le fond, peut-être dans un régime plus orienté vers des coupes progressives, avec toute une déclinaison de modalités. Qu'est-ce qui donne vraiment ces coupes progressives-là? On ne le sait pas. On pense que ça fait mieux ou on pense que c'est une meilleure idée, mais il va falloir attendre plusieurs années là, finalement avant d'avoir le bilan complet par rapport à tout ça. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, ne serait-ce que sur les connaissances forestières qu'il faut intégrer. Autre difficulté qui n'est pas négligeable, c'est le fameux scénario de référence. Donc, l'offre de bois de la forêt, c'est l'offre de base, on va dire, de bois de la forêt. Ça, c'est un beau sujet à débat, dans le fond. Là. C'est difficile à définir. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment rendu dans un contexte où on poursuit plusieurs objectifs en même temps, quand on aménage le territoire. On n'essaie pas juste de produire du bois, on essaie de protéger d'autres valeurs ou d'atteindre d'autres objectifs, et ainsi de suite. Puis ce scénario de référence-là, normalement, bien, il correspond à une sorte de modalité de traitement ou un traitement qu'on voudrait réaliser. Puis considérant, dans le fond, que des fois, on a des contraintes de paysage, qu'on a des objectifs écosystémiques, qu'on a des objectifs de protection de la faune, qu'on a aussi toutes sortes d'enjeux sociaux
qui nous oblige à faire des harmonisations, des choses comme ça. Ben, à un moment donné, on peut pas. Ça devient difficile de définir quelque chose là, qui est bon partout puis tout le temps. Fait que c'est un bon défi, puis on se ramasse souvent dans la situation en disant ouais, mais c'est beau cette référence-là, mais crème, je peux pas la faire parce qu'ici, je peux pas faire ça, puis ainsi de suite. Fait que c'est difficile là, de définir ça de façon simple. Puis malgré cette grosse difficulté-là, ce qui est déplaisant, c'est que le scénario de référence, il est fondamental dans le résultat de l'analyse. C'est la barre à laquelle on se confronte. Puis déjà, le résultat, dans le fond, comment le définir, ça peut être discutable. En tout cas, c'est un sujet philosophique. Ce qu'on peut observer, c'est que si on n'adhère pas à comment on définit le scénario, on peut avoir tendance à vouloir le modifier justement pour obtenir le résultat qu'il voudra faire notre affaire. Donc, ça pourrait potentiellement être une partie molle de l'analyse. On travaille beaucoup à définir les balises, c'est-à-dire comment on le définit, ce scénario-là, puis comment on l'intègre dans les analyses, pour qu'à un moment donné, on compare toujours des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges, puis pas des pommes avec des oranges. L'idée là-dedans, c'est de pouvoir comparer les choses entre elles. Puis la question à savoir, ben, il est réalisable ou pas le scénario, tu sais, dans le fond, c'est quoi les enjeux par rapport à ça? S'il est défini de la même façon pour tout le monde, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de comparer après ça tout le monde entre eux, comme je viens de le dire. Malgré tout, ça permet aussi de générer, en tout cas de voir si du point de vue là, de la production de bois, l'aménagement génère de la richesse pour la société. Donc, si j'obtiens un résultat positif quand je me compare à ça, je suis dans une belle situation. Si on est dans un contexte où que notre scénario de référence, on ne peut pas le réaliser parce qu'on a des modalités qu'on ne peut pas déployer sur le terrain parce qu'on veut protéger un paysage, on veut protéger une espèce ou ainsi de suite. Mais en se référant, dans le fond, à ce scénario-là, ce que ça nous permet de faire, c'est d'identifier le coût économique qui peut être associé, dans le fond, à cette mesure-là. C'est-à-dire, ben, dans un monde idéal, peut-être j'aurais fait une coupe totale, mais je ne peux pas la faire. Mais quand je me compare à une coupe totale et que je fais une coupe partielle, j'arrive à un résultat qui est négatif. J'ai un écart. Ça ne veut pas dire que la coupe partielle n'est pas intéressante. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, cette mesure-là, en mot privé, au moins, de ce revenu-là, donc on suppose qu'elle a au moins cette valeur équivalente-là. Un autre défi aussi qui est important, c'est tout ce qui est le paramétrage d'analyse. Là, ici, j'ai un exemple concret, là, mais c'est juste l'utilisation des volumes de bois récoltés. Il y a des essences ou des qualités qui, historiquement, ont été pas ou pratiquement pas utilisées, ou même pas utilisées du tout dans le territoire. Si on fait une analyse, c'est important de le prendre en compte. Si on fait juste rentrer nos chiffres là, dendrométriques, puis qu'on calcule nos valeurs, puis ainsi de suite, puis que nulle part, on se questionne à savoir, ouais, mais le boulet à papier ici, il n'y a personne qui le prend, il n'y a jamais personne qui l'a pris. Ben, si on ne fait pas la démarche pour dire, ben, on va mettre une valeur à zéro ou on va modifier nos matrices, dans le fond, pour intégrer cette réalité-là, on va lui donner de la valeur. Fait que ça va donner un résultat, dans le fond, qui est erroné. Puis ça va nous sauter encore plus dans la face, justement, si on essaie de tester ou d'analyser la rentabilité de scénario qui vise à diminuer l'importance de ces essences-là. Faut être cohérent, faut être vigilant, dans le fond, là, quand on réalise des analyses. Puis, un des derniers défis, dans le fond, qui est important, c'est celui de l'interprétation puis de la compréhension adéquate des résultats. C'est un exercice, dans le fond, qui reste complexe. On peut le faire de façon simple, c'est-à-dire on prend la machine, on a des outils, on bourre ça de chiffres, on bourre ça de moments, on bourre ça d'actions, on pèse sur le bouton, on obtient un résultat. Mais le résultat, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, puis on ne sait pas trop s'il est bon, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on a mis dans la machine, finalement. Fait que ça nous oblige vraiment à nous questionner tout de suite en partant de je veux faire un scénario, je veux faire ce scénario-là. Qu'est-ce que je m'attends de ce scénario-là? Qu'est-ce qu'il va me donner forestièrement? Mais il va me donner du plus gros bois, de plus de qualité, des essences plus intéressantes. Fait qu'il faut vraiment tout identifier clairement nos effets, forestiers qu'on attend de la réalisation de nos scénarios. Après ça, il faut se prononcer sur les rendements sur chacun de ces effets-là. Puis après ça, il faut s'assurer que notre analyse les intègre comme il faut, puis que nos hypothèses économiques aussi sont sensibles à ces modulations de valeur-là qu'on intègre forestièrement dans notre analyse. Donc, c'est un exercice qui est complexe. Tant qu'on n'a pas fait la démarche de se questionner en partant du début jusqu'à la fin, on obtient des résultats qu'on n'est pas capable d'argumenter, qu'on n'est pas capable de défendre, puis avec lesquels, tout simplement, on n'est pas à l'aise. Fait que c'est important, il faut maîtriser l'analyse pour avoir, dans le fond, des résultats avec lesquels on est confortable, puis éventuellement des résultats avec lesquels on peut se diriger. Actuellement, ce qu'il y a en place, c'est un plan de travail qui a été établi, dans le fond, avec les opérations régionales. On travaille sous forme d'atelier. Puis l'idée, c'est de permettre aux forestiers, dans le fond, qui sont en charge d'analyse au niveau régional, d'acquérir les connaissances qui sont requises, puis aussi la démarche qui est requise, pour réaliser des analyses qui vont donner des résultats avec lesquels ils vont se sentir confortables, puis qui vont être prêts à aller au bat avec, et dire non, non, ce résultat-là, c'est ça, puis je le sais, il est bon, je l'ai fait, puis je le maîtrise comme il faut. Fait que ces ateliers-là, on en fait, là, on fait ça traitement par traitement. On a commencé, dans le fond, cet automne, à réaliser ces travaux-là. Puis, c'est vraiment un exercice d'intégration. On a des experts de l'ADRF qui viennent participer avec nous. François, notamment, est venu là, il n'y a pas si longtemps, puis il va revenir bientôt, je pense, la semaine prochaine. Fait qu'on a, dans le fond, des forestiers en région qui sont du niveau de l'aménagement, on a des experts en rendement, on a des gens de forestiers en chef qui sont présents. Nous, on est là-dedans aussi.
Donc, c'est vraiment un exercice là, où on réunit plusieurs expertises, puis qu'on définit comment on les analyse, ces scénarios-là. Donc, globalement, ben, les analyses économiques, ils permettent de déterminer la rentabilité des investissements. C'est vraiment le but ultime. Puis, les analyses économiques, ben, c'est un outil d'aide à la décision qui, ultimement, quand ça va être bien maîtrisé, ça va nous permettre d'orienter le choix du scénario qui présente le meilleur potentiel de rentabilité. C'est-à-dire, ben, si j'ai une surface, dans le fond, puis que je peux réaliser plusieurs choses dessus, si je connais la rentabilité espérée de chacun des scénarios qui sont possibles, ben, je peux au moins m'orienter ou tendre à favoriser celui qui est le plus intéressant le plus souvent possible. Mais ça passe par une évaluation, dans un premier temps, de la rentabilité de tout ça. Ça peut aussi nous aider à identifier des endroits où la réponse à un enjeu est la plus intéressante ou la moins coûteuse. Je n'ai parlé tantôt, c'était pas si clair que ça comme je n'ai parlé, mais il faut que je réalise une modalité que je sais qui n'est pas la modalité la plus intéressante, là, si je regarde ça juste du point de vue de la production de bois, mais il faut que j'en fasse à un certain niveau par année parce qu'on a des objectifs fixes. Où est-ce que je les fais? Ben, je peux les faire aux endroits que tu perds le moins, la façon de parler, là, en les réalisant. Après ça, on peut améliorer la rentabilité économique globale des investissements. Si je connais, dans le fond, pour chacun de mes groupes de strates là, que j'utilise et que je planifie dans mon territoire, la rentabilité de chacun des scénarios sylvicoles que je pourrais déployer, bien, ultimement, ça me donne ce qu'il faut comme connaissance pour m'orienter le mieux possible, puis essayer de mettre mes billes le plus souvent possible dans ce qui est le plus intéressant. Ça, globalement, bien, pour un même budget, plus je m'oriente souvent vers les bons choix, bien, plus j'augmente la rentabilité globale de mon budget, puis plus je m'en vais dans la bonne direction. Puis, si on veut rendre compte justement de la rentabilité des investissements, ultimement, bien, c'est un incontournable. Là. Ça passe par l'analyse économique. Là. Fait que l'intégration de l'analyse économique, c'est un changement significatif, ne serait-ce que par la quantité de travail que ça peut nécessiter puis la quantité de connaissances qu'il faut acquérir pour le faire comme il faut. Puis ça, c'est un changement significatif parmi un paquet d'autres éléments. Tu sais, dans le fond, là, je ne suis pas un planificateur, là, mais quand je regarde tout ce qu'ils doivent prendre en compte, dans le fond, pour planifier, ça en devient étourdissant. Il y a beaucoup de considérations. Ça, c'est une couche de plus, par-dessus tout le reste, qui est déjà pas négligeable. Il y a plusieurs développements et réflexions en cours. Là, on travaille, fait qu'il y a des opportunités, il y a des propositions, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais le transfert d'expertise puis l'appropriation par les praticiens est nécessaire. Nous, on fait le transfert d'expertise dans ce qu'on essaye, puis on développe l'expertise aussi en même temps avec les gens éventuellement en région qui vont les prendre les décisions puis qui vont les utiliser, ces résultats-là. Puis tout ce transfert d'expertise-là, qui consiste finalement à maîtriser les analyses puis ce qui génère, ben, c'est un incontournable. Si on veut de l'adhésion, dans le fond, des gestionnaires, des employés, des clientèles externes, il faut être en contrôle de nos affaires, puis il faut bien les maîtriser. On s'en sort pas. Puis là, juste pour faire le lien avec Mélissa qui s'en vient dans pas beaucoup de temps, ben, une des composantes déterminantes des analyses, on évalue la rentabilité de ça, c'est évidemment les coûts. Puis plus une action, dans le fond, coûte cher, ben, plus il va falloir qu'elle génère de quoi pour être justifiée. Puis moins elle coûte cher, ben, plus c'est facile à un moment donné de sauter la barre. Fait que le juste coût ou les coûts, justement, là, des investissements qu'on réalise là, pour les différents traitements, c'est très important. Puis, Mélissa, dans le fond, va venir vous entretenir plus spécifiquement de ça. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez via le micro? OK, parfait. Donc, comme le disait François, merci François, merci à tous là, de nous recevoir. On est très contente d'être ici. Donc, si on veut, plus on veut être rentable, plus le coût est un élément là, dans les analyses ou dans la rentabilité des investissements qui est très déterminant. Puis la juste valeur de ce coût-là là, également. Donc, les traitements civicoles en soi, M. Lannoy l'a abordé là, brièvement dans sa présentation, c'est quand même 3/4 du budget civicole qui sont consacrés aux non-commerciaux. Donc, c'était 175 millions approximativement là, dans les dernières années. C'est des travaux qui ne visent pas la récolte de bois. Donc, c'est vraiment, on rentre la préparation de terrain, la plantation et l'éducation de peuplement. C'est pas tout ça, c'est pas une aide financière, c'est le paiement qu'on fait, que l'État fait pour les services la prestation de services au niveau de l'entretien et des travaux qui sont réalisés en forêt. Il y a aussi, là, on a parlé du 225, il y a un quart du budget civicole là, qui est attribué pour tout ce qui est les plans spéciaux, les interventions, les feux, les perturbations
Et il y a un volet là, récolte de coupe partielle. Par contre, là, ces deux volets-là qu'on n'aborde pas. Fait que vous voyez que 3/4 est quand même destiné à l'éducation puis la remise en production là, des forêts publiques. La valeur des traitements sylvicoles, on parle de coût, on parle de valeur. Donc, avant 2013, le coût de 100% des travaux était déterminé selon une grille qui était établie à partir, oui, d'anciens taux indexés de 89, mais aussi qui avaient été documentés au niveau d'études de productivité qui permettaient d'établir, en gros, la relation qui existe entre des conditions de terrain et l'influence sur la productivité ou le coût. Il y a eu aussi des enquêtes de coûts qui ont été réalisées, c'est-à-dire des enquêtes qui permettaient de savoir quelles sont les dépenses liées à chacun des travaux, qui permettaient là, d'établir, qui permettent d'établir la grille de taux pour le paiement des travaux. Par contre, l'établissement des taux qui sont faits à partir de ces sources-là d'informations nous permettent de savoir ce que ça coûte, mais ne nous permettent pas de savoir si c'est le coût de marché, le coût optimal ou le coût réel qu'on devrait payer pour ces travaux-là. Donc, c'est en ce sens-là que depuis l'entrée, depuis le 1er avril, il y a un système d'octroi mixte qui avait été établi. Donc, on visait un pourcentage de budget attribué en appel d'offres et un autre budget octroyé en entente de gré à gré, qu'on appelle entente de réalisation des travaux civicoles. Et le bureau de mise en marché maintenait la responsabilité de déterminer la valeur des travaux pour le paiement des travaux civicoles offerts en gré à gré. C'est une recommandation conjointe qui avait été faite à l'époque. M. Lannoy rapidement en a parlé avec le ministère et l'industrie, donc en 2011. 75% en entente, 25% en appel d'offres, avec une diminution ou une augmentation des appels d'offres jusqu'en 2017-18. C'est un système similaire aux enchères de bois qui permettent maintenant d'établir la valeur marchande des bois sur pied. L'objectif de tout ça, c'était d'avoir des appels d'offres. Pourquoi d'avoir des appels d'offres? On l'a vu, les taux étaient établis à partir d'enquêtes et d'études. Donc, l'objectif des appels d'offres était de mettre en compétition les entreprises pour favoriser la révélation de la valeur réelle du traitement. Qu'est-ce que ça coûte? Et de limiter aussi le recours aux études de productivité. On fait des études de terrain, souvent ça va se réaliser dans une saison, ça va être analysé la deuxième, ça va être intégré à la grille de taux dans la troisième année. Souvent, c'est des travaux qui sont longs, coûteux, et il en nécessiterait, puis au bout de 3 ans, ben là, finalement, on n'avait pas pensé à tel facteur, quelqu'un soulève, ben là, on a des nouveaux types de superficie qui considèrent d'autres éléments. Donc, il faut refaire des études systématiquement. Donc, l'idée était, oui, de maintenir ces études-là et les enquêtes de coûts, qui sont un processus assez complexe, mais aussi de réduire la quantité ou le besoin de recourir à ces choses-là. Les appels d'offres aussi est un outil très intéressant pour s'adapter aux différentes conditions de la forêt, aux différents devis. Donc, on a une multitude d'options. Bien, on pourrait avoir des portraits beaucoup plus variables que ce qu'on est capable d'avoir actuellement avec des études ou des enquêtes de coûts. Donc, l'objectif ultime, c'était obtenir une valeur de marché pour alimenter la grille des travaux civicoles pour le paiement des contrats en gré à gré. Donc, c'est ce qu'on appelle la transposition, je l'ai entendu plus tôt. C'est ce qu'on appelle la transposition. Par contre, pour faire ça, ça prend des conditions. On ne peut pas faire des appels d'offres n'importe comment, de n'importe quelle façon, puis après ça, établir des taux sur le paiement de plus de 120 millions de travaux. Donc, les conditions qui sont essentielles, c'est la représentativité. Il faut que ce qu'on ait en appel d'offres ressemble à ce qu'on donne en gré à gré. Si j'ai que des secteurs éloignés qui coûtent plus cher en appel d'offres, puis que je donne tout en gré à gré des secteurs proches qui coûtent moins cher en transport, je ne peux pas prendre mes appels d'offres et dire c'est ça que ça vaut, ce qu'on donne en gré à gré. Donc, la représentativité, la distance est un élément, il y a une multitude d'autres facteurs, mais c'est un élément clé. Processus d'appel d'offres clair et favorisant une saine concurrence. Il faut que les règles de mise en marché, accessibilité de l'information soient connues, mais tout le monde, on sait
Et il faut assurer que dans nos règles, on fasse en sorte qu'on ne crée pas d'avantages concurrentiels pour certains joueurs ou d'autres. Donc, tout le processus et les règles d'attribution des contrats au niveau des appels d'offres présentent aussi un enjeu là, important si on parle de faire de la transposition. Volume suffisant. Si j'ai une observation de préparation de terrain, je ne peux pas dire que ça est représentatif puis peut permettre de terminer 40 millions de travaux. Donc, ça prend un volume. Donc, on a fait des appels d'offres. On avait un objectif d'utiliser ça dans la grille de taux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bilan 13-18. La planification des travaux a été réalisée par le ministère. Rexforêt a été mandaté pour faire la gestion de tous les travaux, que ce soit en entente ou en appel d'offres. Les ARTS, au final, ont été accordés sur la base du budget historique, qui incluait notamment des budgets fédéraux. Donc, on sait, les constats qu'on a faits, c'est que 13-14, on avait 9 d'appels d'offres. Et pour les années subséquentes, là, on avait environ autour de 17 pour les autres années. L'autre élément, c'est que le contexte de réalisation des appels d'offres n'assurait pas une saine concurrence. Par exemple, à 9 d'appels d'offres, avec des régions où il n'y a pas d'appel d'offres, des comportements, on a vu toutes sortes de résultats, toutes sortes de comportements. Et on n'avait surtout pas de représentativité. Donc, à ce moment-ci, les appels d'offres qui ont été réalisés, au niveau de la planification, il n'y avait pas de sélection qui visait à atteindre une représentativité de ce qui était offert dans les contrats. Donc, on ne peut pas utiliser les appels d'offres au niveau de la grille de taux à ce moment-ci. Donc, par contre, on a quand même analysé les appels d'offres qui ont été réalisés justement pour sortir ces constats-là, mais aussi permettre d'identifier les tendances de marché, comment se comportent, comprendre le comportement des enchérisseurs, les économies d'échelle, si on offre des plus gros contrats, des plus petits contrats, et la compétitivité qu'il y a au niveau des différents travaux. Et aussi identifier déjà des conditions pour, dans le processus, permettre l'obtention de données qui vont être utilisables au niveau des appels d'offres. C'est sûr que dans cette analyse-là, le peu d'appels d'offres qu'on a eu ne permet pas une analyse détaillée, mais surtout ne permet pas une interprétation des valeurs absolues. Donc, on sait que le constat qu'on a fait, on n'était pas dans des conditions optimales pour faire révéler la vraie valeur des travaux. Donc, ce qu'on sait, c'est que la valeur qui est à peut-être moins 20, moins 25 du taux de la grille actuellement, on ne sait pas si c'est la bonne. En fait, c'est ça. Donc, l'approche qu'on a adoptée au niveau de l'analyse des résultats, c'est plutôt d'aller faire sortir les tendances de comportement et les tendances de résultats. Donc, au niveau de ce qui s'est fait 13, 14, 15, 16, parce que 16, 17, l'analyse n'est pas complétée, là, il y a eu 653 appels d'offres, seulement 16 annulés et 10 refusés pour différentes raisons. Donc, on a quand même un taux d'octroi de contrat qui est de 96 Donc, on a quand même certains appels d'offres. C'est sur ces appels d'offres-là là, que les résultats sont faits. Par contre, quand je vous parlais de représentativité, c'est ce qu'on a constaté. Il y a eu 49 des AOP qui ont été adjugés dans seulement 3 régions au Québec. Donc, plus de 50 ont été faits dans 3 régions et seulement 72 dans 5 régions. Donc, si on veut avoir l'éventail de la représentativité des travaux au Québec, bien, on est un petit peu limité à ce moment-là. Et ce qu'on a aussi constaté, c'est que 75 des appels d'offres ont été adjugés sous le prix estimé. Le prix estimé étant basé sur le taux de référence de la grille actuelle. Donc, dans la majorité, dans le 3/4 des cas, c'est sous ce qu'on établit dans la grille de taux. Ce que vous avez, là, vous l'avez, petit pointeur, pas me tromper. Donc, ici, vous avez chacune des saisons avec le bilan des 3 saisons. Donc, le pourcentage d'adjudication d'une année à l'autre qui est quand même assez stable. Donc, on a quand même un certain taux là, de soumissionnaires et de contrats qui sont octroyés. On a le pourcentage d'une année à l'autre. Et vous allez voir, là, on a 85 75 oh,
là, on voit qu'il y en a un petit peu plus là, qui sont au-dessus du prix estimé et le bilan des 3 saisons. Le nombre d'AOP adjugés et analysés, donc c'était le nombre dans chacune des catégories. Donc, pour ces 3 années-là, on n'avait que 600 observations pour la multitude de travaux qui se fait à l'échelle du Québec. Donc, c'est quand même faible. Et vous voyez quand même un nombre de moyens de soumissionnaires quand même intéressant. Donc, 4, 3, on est toujours autour de 3, 4 soumissions par appel d'offres. Donc, ça, c'est quand même intéressant de constater. Au niveau de la compétitivité, on est allé creuser cet aspect-là. Ce que vous voyez ici, c'est le nombre de soumissions par appel d'offres. Donc, on les a classées. On a une soumission par appel d'offres, 2, 3, 4 et plus. Et ça, c'est la moyenne de tout le monde. Vous avez l'écart par rapport au prix. Donc, ce qu'on voit, ce qui se dégage, c'est tout simplement que plus on a de soumissionnaires, plus on s'éloigne du prix estimé. Est-ce que le moins 19% est bon? Je vous l'ai dit, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que plus il y a de compétition, plus il y a de soumissionnaires potentiels, plus on va avoir tendance à refléter la vraie valeur des coûts d'opération et qu'on s'écarte. C'est à cette étape rapide pour vous présenter que ce phénomène-là, on l'a observé. Vous avez vu la setup des 3 saisons, le bilan global, mais ce phénomène-là s'observe dans tous les traitements pour toutes les années, à différentes intensités selon le contexte dans lequel ont été faits les appels d'offres. Donc, c'est un constat qui est très, très, très stable. Par exemple, en 2013, là, il y avait une plus grande quantité offerte en préparation de terrain que la capacité historique de réalisation. Donc, on a observé, là, si vous le voyez, des écarts préparation moins grands que si on regarde les autres familles de traitement. Donc, c'est toujours stable, mais selon les conditions ou le contexte dans lequel les appels d'offres ont été réalisés, il y a des variations au niveau de l'écart de prix observé. L'autre élément, encore là, c'est un bilan global des 3 années. Donc, vous avez là, ici, là, c'est la saison 13-14, 14-15, 15-16, donc chacune des barres. Vous avez en bas, c'est petit peut-être, là, une soumission, 2 soumissionnaires et plus, 3 soumissions par appel d'offres, 4 et plus, puis la moyenne de tout le monde. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un palier. En bas de 3 soumissionnaires, puis en haut de 3 soumissionnaires, on a un comportement distinct. Donc, au niveau de la règle d'adjudication, ça a des impacts. Si on veut juger du niveau de compétitivité et de la concurrence dans l'attribution du contrat, il va falloir établir des règles qui vont varier en fonction du nombre d'entreprises potentiellement en concurrence. Et ce qu'on constate avec ces résultats-là, c'est qu'il y a une différence quand on est en bas de 3 et quand on est en haut de 3. J'ai passé trop vite. Non, parfait. L'autre élément qu'on a constaté, c'est les économies d'échelle. On a constaté que si on analyse 25% des appels d'offres les plus volumineuses pour chaque famille de traitement, puis qu'on met les 75 autres pourcents, là, vous voyez, on a un écart plus important entre le prix estimé, moins 19% pour les plus gros contrats que pour les plus petits contrats. Ce qui fait que plus les contrats sont gros, plus il va y avoir un écart important avec le taux de la grille. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des contrats qui sont nécessairement tous plus gros. Ça va dépendre de la structure du marché, de la structure des entreprises. Parce que vous le voyez, on l'a vu précédemment, plus il y a de soumissionnaires potentiels ou plus il y a d'entreprises. Donc, si je fais un gros contrat de 4 millions et que j'ai juste des entreprises qui ont une capacité de réalisation de 100 000, j'aurai 0 soumissionnaire. Donc, je ne serai pas avancé à ce moment-là. Même si on dit que ça coûte moins cher quand c'est plus gros, bien, il faut tenir compte du niveau de concurrence. Juste rapidement revenir sur l'impact du contexte des appels d'offres. Je vous en ai glissé un mot sur les résultats. Je vous ai dit que les constats sont stables d'une année à l'autre, mais l'intensité ou les écarts vont changer. Pourquoi? À cause des conditions. Des conditions puis du contexte. Saison 2013-14, c'est un nouveau marché. On rentre avec des appels d'offres. Avant, c'était les BGA qui s'en occupaient, négociaient les contrats avec les entrepreneurs civicoles. Donc, c'est un nouveau marché et il y a eu une diminution des budgets.
Fait que là, on a un effet de rareté. Déjà en partant, incertitude, effet de rareté, ça c'est intéressant. Ça a un impact positif. On est intéressé à le soumissionner parce qu'il y a un effet de rareté. Par contre, ça a l'effet de créer une diminution importante des prix qui est peut-être pas concurrentielle parce que là, tout le monde veut en avoir pour finir sa saison ou pour finir ses travaux. Fait qu'ils sont peut-être prêts à baisser un petit peu plus que ce que ça coûte réellement pour finir l'année, pour faire travailler des travailleurs. Donc, il y a un effet. Pourcentage d'appel d'offres qui était relativement très faible, je vous le rappelle, là, au 7 ça favorise les spot markets. C'est quoi un spot market? C'est un marché marginal. Ah, il y a un secteur là, il me manque 2 semaines pour finir ma saison, pour que mes travailleurs finissent leur saison. OK, m'a soumissionné plus bas juste pour compléter ma saison. Donc, plus le pourcentage était faible, plus il y avait de chances. Et comment j'arrive à faire ça? Bien, je l'arrive parce que tous mes autres travaux, j'ai dégagé une marge bénéficiaire qui me permet de supporter le déficit sur un travaux marginal à la marge. Donc, c'est ce que ça favorise. Ça a encore là un double effet négatif sur les prix. Je vous rappelle, là, on a vu, c'était autour de moins 20 Donc, on a une rareté, on a des spot markets qui fait que la valeur a tendance à chuter. On avait aussi annoncé qu'il n'y aurait pas de transposition. Donc, on dirait, on n'utilisera pas ces données-là, il y en a pas assez, on ne les utilisera pas pour faire la grille. Donc, moi, je n'ai pas d'impact sur, peu importe ce que je soumissionne en appel d'offres sur les travaux, j'aurai aucun impact sur mes contrats ou sur la valeur de ce que je vais être payé dans mes contrats. Donc, ça renforçait encore une fois l'impact négatif sur les prix. Par contre, il y a eu une incertitude quant à l'utilisation des données d'appel d'offres pour calculer l'historique ou calculer comment seraient octroyés les contrats gré à gré. Donc, c'était pas clair à savoir si plus je remporte d'appel d'offres, plus ça va influencer mon niveau de contrat gré à gré. Ce qui fait que ça incite à participer. C'est intéressant. Ça, c'est une condition intéressante parce que ça nous permet de favoriser la concurrence, d'avoir le plus de soumissionnaires par appel d'offres. 14-15, autre contexte, autre résultat. Donc, c'est une deuxième année, il y a moins d'incertitudes. On a eu une augmentation des budgets. Oups, une augmentation des budgets. Donc, ça a un impact positif sur les prix parce que l'effet de rareté est moins grand. Donc, par rapport à 13-14, et c'est ce qu'on a observé au niveau des résultats, si on compare 13-14 à 14-15, généralement, les prix en appel d'offres de 14-15 par rapport à 13-14 étaient en moyenne plus élevés. Par contre, moins de rareté, impact négatif sur le nombre de soumissionnaires potentiels par appel d'offres, donc le niveau de concurrence. Le pourcentage était plus élevé. Encore là, ça favorise un impact sur les prix. Et là, on avait peut-être dit qu'on s'en servirait pour établir la grille de taux. Donc là, oups, moi, tantôt, là, je pouvais couper mes prix puis me servir de ma marge de profit, mais si on me dit qu'on va utiliser ça pour la grille des taux, ben, je vais peut-être avoir des problèmes l'année d'après, là. Donc, c'est tous des éléments qui rentrent en ligne de compte là, pour favoriser le nombre de soumissionnaires, favoriser la déclaration de la vraie valeur du coût du traitement. Puis en 15-16, ben, c'est une troisième année. On avait un budget stable, donc ça favorise encore là le nombre de soumissions. On a eu un impact positif sur les prix. Par contre, on avait des orientations claires. Ça ne sera pas utilisé dans la grille de taux, puis ça n'influencera pas les montants de gré à gré. Ce qui fait que ça entraîne un petit débalancement qui a renforcé là, le désintérêt à participer aux appels d'offres. Donc, on a eu une diminution du nombre de soumissionnaires par appel d'offres, mais aussi là, une diminution des prix observés. Puis, pour vous le montrer un peu ce que ça donne, vous avez 13-14 et 15-16. Ils ont des éléments différents dans leur contexte, mais si on regarde, ce sont les points jaunes et les points rouges qui sont pratiquement tous superposés. Et on a 14-15 qui présentait des conditions plus favorables à une saine concurrence, qui sont les points verts, qui sont légèrement au-dessus. On ne sait pas si ce sont les vraies valeurs. Ce qu'on sait, c'est que les conditions dans lesquelles on va réaliser les appels d'offres, le contexte, le volume, la représentativité, puis les messages qui sont envoyés par rapport aux appels d'offres vont
clairement influencer le comportement des enchérisseurs. Donc, pour 13-18, ben, le volume était insuffisant, on le sait. Les AOP n'étaient pas uniformes et représentatifs. Il y avait un contexte et un processus là, qui pouvait faire en sorte qu'on avait des effets néfastes pour certaines entreprises et certains, parce qu'il y avait des comportements agressifs sur les marchés à certains égards. Donc, si on veut faire un exercice de transposition et remplir notamment le plan d'action, parce qu'il y a un objectif en lien avec ça, il faut obtenir une valeur réelle. Et ça va dépendre de quoi? Bien, ça va dépendre du volume suffisant et représentatif, puis d'un processus adéquat, puis des conditions qui vont favoriser une saine concurrence. Parce que vous l'avez vu, dépendamment des décisions qu'on va prendre par rapport à la méthode de réalisation des appels d'offres, on peut avoir un résultat très négatif ou un résultat moins négatif. Et ce qu'on vise, c'est d'avoir le portrait du réel coût. Donc, qu'est-ce que ça coûte dans des conditions de marché, faire un traitement dans les conditions X ou dans les conditions Y pour transposer ça finalement dans la grille de taux. Actuellement, 17-18 était la dernière année là, du quinquennal actuel. On a un processus en cours là, qui est en révision. Il y a des engagements. Le plan d'action du VGQ, là, suite au VGQ, est disponible. Il y aura des actions qui seront prises pour finalement favoriser la réalisation d'appels d'offres qu'on va pouvoir utiliser dans la grille de taux. En conclusion, bien, on vous le rappelle, le budget des travaux civicoles, c'est 225 millions annuellement. Ça ne paraît pas beaucoup à côté de la santé et de l'éducation, mais c'est quand même beaucoup. L'intégration de l'analyse économique des investissements civicoles est essentielle si on veut assurer que ce montant-là génère de la richesse pour la société. François en a parlé, il y a plusieurs défis, défis de compréhension, défis d'acquisition de connaissances, notion de risque, d'incertitude. C'est une gestion du changement. Qui dit gestion du changement, moi je suis rentrée en 2008, j'ai commencé à travailler sur l'analyse économique. Serge Pinard me disait tantôt, tu vas encore parler des mêmes choses? J'ai dit non, j'ai laissé ça à François. Donc, c'est une gestion du changement. C'est pas évident. Comme moi, j'ai dû apprendre un peu à connaître c'était quoi des travaux forestiers. Je partais de l'évasion fiscale. On allait en foresterie. Ben là, c'est les forestiers, c'est ça qu'on leur demande, de faire cette acquisition de connaissances-là. C'est quelque chose. Puis la rentabilité, ben, est dépendante de quoi? Elle est dépendante beaucoup, oui, des hypothèses de rendement, mais du coût. Les deux facteurs les plus significatifs dans la rentabilité de nos investissements, c'est le rendement de ce qu'on va faire et le coût des travaux. Donc, ce qu'on vise, c'est d'avoir un système d'octroi de contrat qui va être adéquat, qui va permettre de favoriser une saine concurrence pour avoir des travaux qui sont efficaces et efficients, puis qui vont favoriser la rentabilité économique de nos investissements. Donc, pour ça, ben, ça prend un volume, une représentativité. Donc, c'est ça. Ça prend toutes ces conditions-là. Puis l'objectif, ben, c'est vraiment optimiser la rentabilité de nos investissements forestiers pour favoriser une meilleure allocation, puis être capable de démontrer à l'ensemble de la société que le 225 millions, puis peut-être 230 l'année prochaine, peut-être que ça va être 300 millions dans 10 ans. On ne le sait pas. On a vu que ça a augmenté historiquement. Bien, on soit capable de démontrer à la société que ce qu'on fait, oui, ça vaut la peine d'investir en foresterie. Puis oui, ça vaut la peine de continuer à faire des travaux, puis de continuer à récolter malgré toute la gestion des autres enjeux. Fait que l'objectif qu'on vise, c'est vraiment ça. Donc, merci. Je vais garder. Oui, je vais garder. Puis, OK, je vais répondre. Madame Lénès, Monsieur Lavoie, c'était du petit lait. J'ai adoré ça. Mais ce n'est que moi. On a le temps de prendre quelques questions. Oui, mon ami Nicolas, étudiant finissant en foresterie. Bonjour, je m'appelle Nicolas Legault, finissant en foresterie.
J'ai une question peut-être un petit peu simple, à la limite niaiseuse, mais je me demandais, c'est quoi qui a limité le gouvernement dans l'attribution des contrats en appel d'offres? Pourquoi seulement 7% quand la cible c'était 25%? Ben, rapidement, là, la cible, ce qui a été convenu, c'était la cible était 25. Puis ce qui a été entendu, c'est basé sur des budgets historiques. Je l'ai abordé brièvement. Les budgets historiques incluaient des programmes spéciaux du fédéral. Donc, on a respecté 75 là, comme convenu. Mais il y a une coupure de budget aussi au niveau du provincial à ce moment-là, plus le programme fédéral, ce qui fait que c'est le résiduel qui est allé en appel d'offres à ce moment-là. Dans le fond, avec les budgets, on n'accotait pas les budgets historiques qui incluaient les budgets fédéraux. Et ce qui a été garanti, c'est le 75 puis le résiduel allait en appel d'offres. Merci beaucoup. D'autres questions? Et non, la question n'était pas insignifiante ou niaiseuse, elle était très pertinente. Oui. Ben, j'ai vu une main là. Il y avait une autre main ici? Ah, OK. Ben, allez-y. Bonjour, Léo Pinchot, finissant en aménagement forestier. Je me demandais par rapport à l'analyse de rentabilité, y a-t-il un exercice d'analyse d'incertitude qui est fait? Sinon, pourquoi? Si oui, qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est toutes des choses. Ça marche. Oui. C'est toutes des choses, dans le fond, qui sont en cours d'élaboration actuellement. C'est sûr qu'il y a des analyses de sensibilité pour gérer l'incertitude, c'est incontournable. Les éléments sur lesquels on n'est pas simple, ce qu'on propose justement, c'est de moduler. De dire, bon, mais si tu ne sais pas si tu as vraiment 25, mais teste 30, teste 20, puis peut-être 15 ou 35, dépendant de ton niveau d'incertitude. Peut-être que ça va te rassurer. Si ça n'a pas un impact significatif sur ton jugement ou ton résultat, tant mieux. À partir du moment que ça a un impact, bien là, tu as peut-être des pincettes à prendre pour manipuler ton résultat. Mais c'est des choses qu'on propose, mais ça reste, techniquement, le comment, puis jusqu'à où, puis ainsi de suite. Ça reste à définir. Puis c'est entre autres ce qu'on essaie de faire actuellement. Si. Il y avait au fond. Jean-François Provencher, ingénieur forestier pour le Grand Conseil de la Nation Wabanaki. J'avais juste une petite question, c'est quand vous pensez être en mesure pour le prix des contrats des traitements sylvicoles, quand vous pensez être en mesure que les prix des enchères vont pouvoir être transposés pour les prix de gré à gré? Dans quel horizon de temps vous pensez être en mesure de faire ça? En fait, là, c'est qu'à partir du moment où on a des appels d'offres, là, cette année, il faut comprendre qu'on est rendu déjà au mois de mars. La saison commence au mois d'avril. Tout n'est pas attaché encore. On va devoir faire une analyse des données avant de dire avant de confirmer qu'on peut toutes les utiliser. On risque de pouvoir en utiliser de façon partielle. Il faut comprendre que ça prend un volume. J'ai parlé beaucoup du volume. Mais vous devez en avoir conscience, la variabilité qui existe au niveau des traitements sylvicoles, si ce n'est que par rapport aux conditions terrain. Si je donne un exemple, au niveau de la préparation de terrain, il y a des pentes, il n'y a pas de pentes, on est loin, on est proche, tout ça va venir influencer le taux. Et à chaque fois qu'on veut mettre un critère, ça nous prend une donnée d'observation. Fait que ça va prendre un moment. Ce qu'on envisage du côté, là, un peu comme ça a été fait au niveau des enchères de bois, à partir de 2 ans de prise de données, d'avoir vraiment ce qu'on appelle des équations de transposition. Mais à partir de cette année, les données pourront être utilisées pour influencer la détermination de la grille de valeur. Mais avant d'avoir un exercice complet, là, on va devoir attendre sur la plupart des travaux, comme il se fait dans les enchères de bois, ça va prendre 2 ans. Là. On estime à 2 ans avant d'avoir un volume suffisant pour couvrir l'ensemble des travaux. Oui, ici en avant, on va vous approcher un micro. Merci. Alexis Leroux, en fait, je suis un collègue des présentateurs, puis je voulais juste poser une question, parce que tout ça a l'air très complexe. Qu'est-ce qui se fait ailleurs au Canada en termes d'appel d'offres, de contrats non commerciaux? Est-ce qu'on ne pourrait pas être 100% en appel d'offres?
Moi, j'ai pas fait l'analyse ailleurs, là, mais je sais qu'ailleurs, tu sais, ça dépend des modèles. Ce qu'on peut dire au Québec, là, on l'a mentionné, tu sais, c'est les règles d'octroi de contrat public qui s'appliquent. Fait qu'en haut de 25 000, via le système SAO. Je connais pas la loi en détail, là, mais essentiellement, c'est ça. Tu sais, dans l'ancien régime, c'était les BGA qui s'occupaient de donner les travaux. Là, ailleurs, ce qui se fait, là, probablement que la plupart, tu sais, c'est des contrats d'appel d'offres. Monsieur Lepage, Ouais, merci. dernière question. J'avais 22 questions. Merde. Mais juste précision, parce que ça m'a titillé les oreilles, mais je comprends ce que tu voulais dire, là, qui n'est pas visant pas la récolte de bois. Je pense que c'est à court terme. On s'entend que la sylviculture Oui. vise la récolte de bois, Oui. on s'entend. Le système de plafonnement des émissions, comment dans le flux monétaire qui pourrait éventuellement avoir des impacts dans les scénarios sylvicoles. Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous regardez de votre côté? Parce qu'on sait que dans les analyses des scénarios sylvicoles, les flux monétaires, ils arrivent loin les revenus, les dépenses arrivent tôt. C'est difficile des fois d'avoir des modalités de traitement et ainsi de suite. C'est-tu quelque chose que vous pouvez nous parler un peu? Tu parles des flux de carbone, là? Oui, exactement. Les fameux puits de carbone, parce qu'on sait que la forêt. En fait, oui, tu sais, mais là, c'est que si on regarde les comportements des différents marchés qui ont tombé, qui sont apparus, qui sont revenus, la valeur est assez incertaine actuellement. Mais à partir du moment où on a une certaine stabilité ou quelque chose, oui, c'est possible de mettre une valeur puis de venir intégrer ça à nos travaux. Quand on avait commencé les travaux, là, François avait parlé de 2008, 9, 11. Là, à ce moment-là, tout ce qui s'appelait carbone, la reconnaissance de la valeur accordée était très faible et très critique. Même à certains égards, la forêt ne faisait pas partie des projets admissibles. Là, ça commence. Il est censé d'avoir un dépôt aussi de reconnaissance. À ce moment-là, oui, on pourra intégrer ces valeurs-là. Il faudra intégrer ces valeurs-là, effectivement. Probablement que l'horizon est sur 5 ans. C'est Oui. pas demain. Exactement. C'était la dernière question. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Je pense que là, on commence à comprendre pourquoi les gens du bureau du vérificateur général sont contents du plan d'action. On voit bien qu'il y a toute une réflexion. Et ma foi, vous nous avez rappelé de très belle manière que l'économique, c'est une science sociale, c'est une science humaine. La vraie valeur des traitements, c'est un peu comme la beauté. Ça dépend de celui ou celle qui regarde.